Bonjour Lola Valéjo. Bonjour. Vous revenez donc de Bakou, d'Azerbaïdjan, où la COP n'est toujours pas terminée. Elle devait s'achever hier, après 2 semaines de discussion. Finalement, ça reprend ce matin. Est-ce que, à l'heure où on se parle, vous vous dites qu'un échec est possible ? Oui, alors il ne faut jamais mettre la moindre option hors d'atteinte, mais je pense que c'est quand même peu probable parce qu'on est quand même assez proche d'un accord. Et surtout, on a besoin d'un accord pour continuer d'avancer dans un moment où le multilatéralisme est vraiment attaqué de toutes parts et où justement l'élection de Donald Trump aux États-Unis laisse craindre l'avenir des États-Unis dans ce processus climatique. D'après vous, ça peut prendre encore beaucoup de temps ? On peut faire des paris. Ça pourrait être ce soir, ça pourrait être demain midi. En tout cas, pour l'instant, la présidence de la COP29 est mobilisée pour permettre aux négociateurs de rester jusqu'à la fin du week-end. Vous nous disiez, juste avant l'antenne, ça peut paraître anecdotique, mais ça donne une idée qu'ils viennent de vous annoncer que la cafétéria du lieu de conférence est ouverte jusqu'à 2h du matin. Ça veut dire qu'ils prévoient clairement que ça se poursuive, quoi. Oui, absolument. Avoir du café, c'est important dans ces moments-là. Ouais. Mieux vaut pas d'accord qu'un mauvais accord. C'est ce que disent les ONG ce matin, qui suggèrent carrément aux pays en développement et à la Chine de quitter les négociations. Est-ce que c'est votre avis ? Vaut mieux pas d'accord, ne pas partir sur des mauvaises bases, ou il vaut mieux un accord ? Alors personnellement, je pense que ce sera compliqué, étant donné l'élection de Donald Trump dont je parlais tout à l'heure, d'avoir un meilleur accord l'an prochain. Parce que je pense que les conditions sont peut-être moins réunies justement pour avoir un accord. Évidemment, cette pression-là, elle nous oblige, et je pense que c'est aussi le sens de ce message des ONG, c'est de dire ne nous prenez pas pour acquis, on ne dira pas oui à n'importe quoi. Mais c'est aussi le jeu de la négociation. Donc là, on parle d'argent. Le sujet, c'est il y a des aides qui sont prévues pour les pays du Sud jusqu'à 2025. C'est l'an prochain. Oui. Depuis Copenhague, si on résume, il y avait un engagement pour verser 100 milliards par an, vous m'arrêtez si je dis des bêtises, pour la transition sur les années 2020-2025. Oui, alors l'objectif pris en 2009, c'était fournir et mobiliser, c'est-à-dire en utilisant aussi les investissements du secteur privé mobilisés grâce aux fonds publics, 100 milliards de dollars par an, à partir de 2020. Donc cet objectif a été atteint d'après l'OCDE avec 2 ans de retard et il nous engage jusqu'à 2025. Mais là, ce qu'on est en train de négocier ces jours-ci, c'est justement quel objectif on va se donner pour un horizon plus lointain, 2030, 2035. C'est vraiment ça dont on est en train de discuter. Mais ce n'est pas la seule chose. Je voudrais juste dire qu'on a aussi besoin de regarder un tout petit peu dans le rétroviseur. Et l'année dernière, à la COP de Dubaï, on a pris des engagements marquants pour l'action climatique mondiale, notamment transitionner vers l'abandon des fossiles et pour ce faire, tripler la capacité de renouvelables et doubler le rythme d'efficacité énergétique. Sur les chiffres, pour ceux qui nous écoutent, ce qui est sur la table dans les négociations, là, depuis hier soir, c'est 250 milliards. L'Union européenne, ce matin, dit qu'elle soutient le relèvement à 300 milliards par an. Ce serait combien le besoin ? Alors, il y a plusieurs chiffres qui circulent. On peut parler des estimations sur les besoins d'adaptation et les effets inévitables du changement climatique les portent à des montants bien plus élevés. Mais il y a un guide. De quel ordre ? Pour avoir un ordre c'est vraiment des centaines de milliards. On a entendu le chiffre de 1000 milliards, y compris avancé par les pays du Sud. C'était peut-être pour rentrer dans la négociation ou c'est un chiffre qui vous semble réaliste ? Non, tout à fait. Alors, encore une fois, pour reprendre, il y a un rapport d'experts de finances climatique qui a été publié juste avant la COP. Et il donne comme horizon commun, c'est 1300 milliards d'ici 2035. Par an. Comme besoin. Mais ça ne veut pas dire que tout ça doit être versé uniquement des financements actuels de la part des pays développés. Mais même dans cet élément-là, eux suggéraient qu'on devait se donner comme objectif en tant que pays développé 300 milliards à partir de 2030 et 390 milliards à partir de 2035. Donc en fait, on n'est pas si loin de ce que ces experts recommandent. Alors, on va revenir sur qui peut payer, qui doit payer. Mais d'abord, c'est quand même une somme colossale, hein, même si ce n'est que 300 milliards, entre guillemets, mais encore plus si c'est 1300, évidemment. Il s'agit de financer déjà, c'est à destination de quel pays ? Est-ce que vous avez des exemples ? Et est-ce que vous avez des exemples aussi de ce qu'il s'agirait de financer très concrètement ?
Alors très concrètement, on peut grouper ces financements-là en deux types. Il y a aider les pays en développement à investir dans des infrastructures bas carbone. Les pays en développement ont encore des besoins d'infrastructures. La question, c'est est-ce qu'ils vont se tourner vers des infrastructures qui vont les enfermer dans un sentier de dépendance qui va émettre beaucoup de carbone, et c'est donc quelque chose qui va aussi nous... On pense à quoi quand on dit infrastructure bas carbone ? Par exemple, ça veut dire investir dans des énergies renouvelables au lieu d'investir dans une centrale à charbon. Très concrètement. Ça veut dire investir dans des infrastructures de transport public, par exemple un train, un bus, pour permettre le déplacement dans une ville, au lieu de laisser les voitures qui fonctionnent avec de l'essence se développer. Et c'est combien de pays qui pourraient recevoir ces aides ? Alors les pays en développement, c'est la majorité des pays. Sur 194 pays, il y a plus d'une 130 à peu près qui pourraient être éligibles. En même temps, quand on regarde... D'où le montant aussi, probablement. Alors le montant est très important, mais il faut voir aussi plusieurs choses. C'est que cette catégorie de pays en développement et de pays récipiendaires potentiels, c'est aussi tout l'enjeu qui est discuté à cette COP. Elle est aussi à géométrie variable. Dans ce qu'on entend traditionnellement comme pays en développement dans ces conférences, ça inclut des pays aussi disparates que Singapour, l'Arabie Saoudite, qui en fait... Qui sont des pays très riches. Qui sont des pays très riches, en fait, et des pays qui, par exemple, comme la Corée du Sud, ont depuis rejoint l'OCDE, mais ce n'était pas le cas en 1992, quand cette convention-là a été mise sur pied. C'est-à-dire, ce qui est compliqué à comprendre, c'est que parmi les récipiendaires, il y a aussi certains qui contribuent. Enfin, il n'y a plus uniquement Nord-Sud. Est-ce que c'est... Tout à fait. Alors, dans les fameux pays du Sud, il y en a qui ont aujourd'hui les moyens de contribuer. Oui, alors c'est une petite partie, mais effectivement, je pense que c'est ça qui peut être... caricaturé dans les oppositions nord-sud, c'est qu'en fait, il y a certains pays qui sont appelés aujourd'hui à devenir contributeurs et qui font aujourd'hui partie de l'OCDE. Alors, on va essayer de comprendre. Vous allez nous expliquer qui doit payer effectivement pour ces milliards dont on vient d'évoquer l'utilité et la nécessité. D'abord, le fil info, 9h-20, Mathilde Romagnan. Manifestation aujourd'hui dans une dizaine de villes de France contre les violences faites aux femmes sous toutes ses formes, qu'elles soient sexuelles, physiques ou psychologiques. Plus de 400 organisations appellent à défiler à 2 jours de la journée internationale de lutte contre ces violences. Emmanuel Macron rendra hommage aujourd'hui à la résistance alsacienne pour les commémorations du 80e anniversaire de la libération de Strasbourg. Le chef de l'État se rendra ensuite dans l'ancien camp de concentration nazi du Struthof. Le camp de Donald Trump parle d'une victoire décisive. La justice new-yorkaise suspend le prononcé de la peine contre le futur président américain dans le procès Stormy Daniels. Elle accorde à la défense de Donald Trump un délai pour soumettre de nouveaux arguments. En mai dernier, il avait été jugé pénalement coupable de paiement dissimulé. Le football est la 12e journée de Ligue 1. Hier soir, Monaco a dominé Brest 3-2 et revient à 3 points du PSG, leader du championnat qui a battu Toulouse hier 3-0. À suivre aujourd'hui, Lens, Marseille à 17h. Saint-Etienne, Montpellier à 19h et Reims, Lyon, c'est à 21h. France Info. Le 8-30 France Info, Bérangère Bonte, Adrien Beck. Et on continue d'évoquer cette COP qui se poursuit à Bakou avec Lola Valéjo, conseillère spéciale climat au sein de l'IDRI, l'Institut de développement durable et des relations internationales. On parlait de 250 milliards, peut-être 300 milliards de dollars par an qui pourraient être accordés aux pays du Sud. Et donc on disait il y a des pays du Sud qui contribuent financièrement aujourd'hui. Quid de la Chine, quid du Golfe par exemple. Est-ce que ces pays-là jouent le jeu ? Alors, pour l'instant, il y a tout un enjeu de mieux comprendre ce qu'ils font, justement. Donc, pour la Chine en particulier, il y a quelques jours, et c'est vraiment très notable, le vice-ministre a annoncé un chiffre de contribution de la Chine de l'ordre de 3 milliards de dollars par an. Et ça, c'est vrai. C'est ce qu'ils veulent faire ou c'est ce qu'ils font déjà ? C'est ce qu'ils font déjà. En fait, c'est ça l'enjeu de la Chine. Les Chinois contribuent déjà. En fait, les Chinois contribuent déjà à quelque chose qu'eux-mêmes définissent comme la finance climat. Mais la finance climat, un vrai problème ou une vraie question interminable, c'est qu'on n'a pas de définition. Donc en fait, chacun définit ce qu'il considère être comme de la finance climat. Mais schématiquement, c'est aider à investir dans des solutions bas carbone, type renouvelable, et aider les pays en développement aussi à s'adapter au changement climatique. Les Chinois qui ont évidemment qui contribuent, qui reçoivent, mais qui ont surtout un énorme intérêt commercial, économique.
Absolument. Est-ce que c'est la Chine qui aujourd'hui écrase tout et récupère le plus gros des bénéfices de toute cette affaire? Alors la Chine, elle a effectivement fait un pari économique et stratégique énorme en développant des chaînes de valeur pour produire ses technologies propres, en espérant les vendre au monde entier. On parle d'une surcapacité chinoise parce qu'elle écrase véritablement la chaîne de valeur en termes de véhicules électriques et en termes de solaire, par exemple. Mais la Chine, elle a aussi un enjeu géopolitique à travers les routes de la soie, par exemple, de soutenir le développement dans certains pays du Caucase ou d'Asie centrale ou d'Asie du Sud-Est. Et elle a beaucoup de coopération sud-sud, c'est le nom qu'elle donne à cette coopération-là. Et par ce biais-là, elle finance déjà beaucoup de choses. Sauf que la Chine rend très peu compte de ce qu'elle finance. Et c'est vraiment aussi un enjeu de cette COP, c'est essayer de faire comprendre à la Chine qu'on a besoin qu'elle participe aussi à cette contribution, mais surtout qu'elle rende mieux compte de ce qu'elle fait déjà. Et ça ne veut pas le faire. Transparence. Alors la Chine tient énormément à son statut de pays en développement et pour de bonnes raisons, parce qu'elle tient vraiment à garder cette distinction extrêmement claire, parce qu'elle se positionne du camp de ce qu'on appelle le G77 et la Chine dans ces négociations-là. Mais il faut le rappeler, des pays qui seraient beaucoup plus sur la sellette avant la Chine en termes de revenus par habitant, parce qu'il faut aussi prendre en compte la taille de la population, évidemment, dans ces calculs, et notamment les pays du Golfe, surtout parce qu'ils se sont beaucoup enrichis sur le dos de fossiles qui contribuent majoritairement à la création. Les pays du Golfe, précisément, ils en sont où de leur contribution et de leur bonne volonté, on va dire? Alors, les pays du Golfe rendent, je dirais, encore moins compte peut-être que la Chine. Néanmoins, ils sont aussi moins sous pression géopolitique, je dirais, peut-être par rapport à la Chine. En tout cas, c'est l'impression qu'on en a. Mais ils se sont aussi de plus en plus engagés, par exemple, pour créer des fonds privés, des fonds d'investissement, en clair. C'est-à-dire que c'est d'une autre nature que l'aide au développement, où on essaye de faire des prêts et des investissements, mais avec des capacités, avec des conditions qui sont meilleures que celles du marché. Alors que les pays du Golfe, pour l'instant, ils mettent de gros fonds d'investissement sur la table, mais c'est pas très clair dans quelle mesure c'est vraiment une bonne affaire sur le plan financier et économique pour les pays en développement. En tout cas, c'était une COP sans les grands leaders mondiaux, pas absence de Joe Biden, absence de Lula, absence de Xi Jinping. Est-ce que ça a fondamentalement changé quelque chose ? Alors, c'est un des critères pour voir le poids politique qu'ont les négociations, les chefs d'État. C'est sûr que la concomitance avec la réunion du G20 au Brésil et le sommet des chefs d'État n'a pas aidé. Et il y a toute une série de raisons individuelles que ces chefs d'État ont avancées pour manquer la COP. Ça montre quand même que c'est très important que, même si on n'a pas les chefs d'État, et finalement, c'est plus important, je dirais, pour cette COP-là, que les ministères des Finances soient bien au courant de ce qui se joue et soient bien préparés à venir avec des chiffres. Est-ce que ce n'est pas finalement ce qui a jeté le plus de froid l'élection de Donald Trump à la fin ? Oui, en partie, mais encore une fois, l'élection de Donald Trump, je pense que c'est une sorte de voile d'incertitude sur l'ensemble de ce qui se passe. C'est aussi un président qui est très imprévisible, donc évidemment que ça colore ce qui se passe. Mais encore une fois, l'implication des pays, elle se mesure aussi à la participation de leurs ministres, notamment dans la deuxième semaine de la COP, où se nouent tous les compromis politiques. Qu'est-ce que vous voulez dire, les États-Unis imprévisibles? Ça veut dire que vous n'excluez pas que soit Donald Trump décide de rester dans les accords de Paris, soit ils se mettent à investir avec Elon Musk, par exemple, qui a beaucoup investi dans la voiture électrique, après tout, dans autre chose que du fossile. C'est quoi? Alors, quand même, globalement, les signaux pointent à une sortie de l'accord de Paris, de forer de plus en plus de pétrole et de gaz. Les États-Unis sont quand même le premier exportateur, le premier producteur mondial de fossiles. Donc c'est sûr que les signaux sont rouges avec Trump, qui a quand même annoncé pendant la campagne vouloir sortir de l'accord de Paris. Mais il y a quand même des incertitudes. Est-ce qu'il va sortir uniquement de l'accord de Paris ou carrément de la Convention de 1992 ? C'est un petit détail juridique, mais ça voudrait dire, est-ce qu'on aurait les États-Unis dans les prochaines COP ? Et ça changerait beaucoup la donne. Qu'est-ce que ça change ? Très concrètement, parce que dans le fond, on dit souvent aussi depuis des années que ce sont les États américains qui font beaucoup pour la lutte contre le réchauffement climatique et pour l'adaptation, etc. Finalement. Non, tout à fait. Alors, il faut aussi rappeler que les États-Unis... Il y a un peu de provocation là-dedans, mais pas complètement. Non, tout à fait. L'action aux États-Unis, elle va continuer parce que les États, et notamment beaucoup d'États républicains, ont bénéficié des investissements massifs pour développer, par exemple, les batteries, les véhicules électriques sous l'administration Biden. Donc, c'est pas sûr que
tout parte à la fenêtre avec l'élection de Trump. C'est sûr qu'il y aura une grosse déréglementation environnementale et que ça va être une mauvaise nouvelle pour le climat. Mais je dirais, quant à l'effet de contagion que ça risque d'avoir et l'effet de démobilisation que ça va avoir sur les autres pays, ça reste encore ouvert. Et c'est aussi l'enjeu de cette COP et c'est aussi l'enjeu d'avoir un accord ambitieux sur la finance climat, c'est d'arriver à resserrer les rangs quelque part derrière le processus multilatéral. Là, si les Américains décident de sortir, concrètement, ça prend quand même quelques années, c'est ça? Alors, la première fois, ça a pris 3 ans, parce qu'il y avait une sorte de mécanisme... La première fois qu'il a été élu? La première fois qu'il a été élu en 2016, pardon, oui. Il y avait un mécanisme de retard qui fait que ça a pris 3 ans. Là, cette fois-ci, ça pourrait être beaucoup plus rapide et en 1 an, les États-Unis pourraient sortir de l'accord de Paris. Je pense que sur le plan symbolique, il ne faut pas négliger le fait que c'est quand même le premier émetteur historique et le deuxième émetteur mondial. Ça veut dire que c'est un pays qui pèse très lourd en termes de responsabilité et aussi en termes de capacité. Mais les États-Unis, ils étaient déjà sortis du précédent protocole de Kyoto qu'ils n'avaient jamais ratifié. En gros, ils n'ont pas une sorte de track record qui soit vraiment exceptionnel en termes de leur participation. Une dernière question, Lola Valéjo, à propos du climato-scepticisme. On en a parlé d'ailleurs ce matin sur France Info. Au-delà même de ce climato-scepticisme qui peut exister, il y a presque une forme parfois de lassitude d'un certain nombre, y compris, on le voyait dans une enquête dont on a parlé ce matin sur France Info, d'électeurs de gauche qui sont sensibilisés et qui disent... Bon, tout ça, la manière dont on en parle, en fait, nous fatigue. Est-ce que vous, qui travaillez sur ces sujets au quotidien, vous vous dites que voilà, peut-être il y a un certain nombre de choses dans la communication à changer? Alors, je voudrais rappeler que c'est vrai pour les pays développés, mais dans les pays en développement aussi. On dit le climat, c'est un des 17 objectifs du développement durable. C'est-à-dire que c'est aussi important d'avoir accès à l'éducation, l'égalité homme-femme, accès à la santé. C'est des choses qui sont non moins importantes pour les gens et c'est normal. Donc, tout l'intérêt et je pense la solidité des politiques climatiques, ça va être peut-être d'arriver à s'insérer dans, et ce qu'elles font déjà d'ailleurs en Europe, dans des politiques industrielles et dans des politiques de bien-être en fait, qui donnent des bénéfices très concrets aux gens. Qui soient palpables effectivement. Absolument, et c'est vraiment le sens de la politique européenne en ce moment. Maintenant, on a l'ensemble des commissaires de la Commission européenne qui viennent d'être confirmés et ça va pouvoir mettre l'Europe en branle pour faire un nouveau pacte industriel. Et c'est en fait à travers ce biais-là, avec un projet politique de prospérité, qu'on arrive aussi à embarquer les gens. Merci beaucoup. Merci Lola Valéjo. Vous êtes conseillère spéciale climat au sein de l'IDRI. Merci d'avoir été l'invitée de France Info ce matin. Merci Bérangère Bonde. Tout de suite, le fil info, 9h moins 10, Mathilde Romagnan.